Oh non, on a beaucoup ri. Enfin, il a pas eu tellement le choix parce que je l'avais caché dans le placard. Voilà. Le 14 septembre 2011, devant le palais de justice de Paris, Dominique de Villepin s'avance sous les flashs. Il a le visage d'un homme revenu de l'enfer, après 7 ans de guerre judiciaire dans l'affaire Clearstream. L'ancien premier ministre vient finalement d'être relaxé, les journalistes s'agglutinent autour de lui, les caméras tremblent, ses partisans applaudissent. Dans les couloirs du pouvoir, on murmure déjà que son grand retour politique est proche. Ce jour-là, la France pense assister à la renaissance d'un homme, mais personne ne fait attention à la femme qui se tient juste quelques pas derrière lui. Marie-Laure de Villepin est là, immobile, son visage est fermé, elle n'esquisse pas un sourire. Elle observe son mari comme on regarde un étranger après une trop longue guerre. Au fond de ses yeux, on lit quelque chose de plus glaçant que la colère, une immense fatigue. Quelques jours plus tard, Paris apprend une vérité que personne n'avait vu venir. Après près de 30 ans de mariage, Marie-Laure décide de quitter Dominique de Villepin. Le choc est total car elle n'est pas partie au plus fort de ce scandale retentissant. Elle n'a pas fui lorsque son mari était humilié par les médias ou traîné devant les tribunaux. Non. Elle est restée durant toute la tempête comme si elle n'attendait qu'une seule chose, qu'il retrouve son honneur avant qu'elle ne disparaisse de sa vie. Et c'est justement ce détail qui rend cette histoire si fascinante. Comment un homme capable de résister aux attaques politiques les plus féroces de la République a-t-il pu perdre la femme qui l'avait accompagné tout au long de son ascension? Pour comprendre ce drame, il faut regarder au-delà des discours officiels, derrière les murs des palais de la République et les images de grandeur, car derrière le personnage public de Dominique de Villepin se dissimulait une réalité bien plus sombre. Au fil des années, le pouvoir avait fini par dévorer chaque espace de sa vie. La politique n'était plus un travail, c'était devenu une obsession. Pourtant, au début, Marie-Laure admirait cet homme si élégant, si cultivé, ce passionné de littérature et de poésie, Dominique de Villepin donnait l'impression d'être animé par un destin exceptionnel. Lorsqu'il prenait la parole, il captivait tout, le monde. Il ne séduisait pas seulement par son intelligence, mais par cette certitude presque mystique qu'il était, appelé à réaliser quelque chose d'immense. Mais les hommes qui veulent entrer dans l'histoire oublient souvent ceux qui vivent à leur côté. Puis est survenue l'affaire Clearstream. Un matin, des enquêteurs ont pénétré dans leur appartement parisien. Ils ont ouvert les tiroirs, fouillé les bibliothèques, déplacé les sculptures de Marie-Laure. Pour Dominique, ce n'est qu'une énième bataille politique dans sa guerre acharnée contre Nicolas Sarkozy. Mais pour son épouse, c'est une humiliation insupportable. Elle voit soudain sa vie privée piétinée par un monde qu'elle n'a jamais vraiment choisi. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en elle pour de bon. Dominique veut laver son honneur. Marie-Laure, elle tente désespérément de sauver son âme. Le plus tragique dans cette histoire, c'est que Dominique de Villepin n'a rien vu venir. Trop occupé à combattre ses ennemis politiques, il n'a pas remarqué que la femme de sa vie s'éloignait déjà en silence. Mais alors comment cette histoire d'amour a-t-elle commencé? Comment une jeune artiste si libre a-t-elle pu finir prisonnière de l'un des univers les plus impitoyables de France? Pour le comprendre, il faut revenir bien avant les scandales dans le Paris des années 80 à bord d'un simple bus, le 92. Paris automne 1984. Bien avant les procès, les palais de la République et les guerres de pouvoir, Dominique de Villepin n'est encore qu'un jeune loup ambitieux qui traverse la capitale avec l'assurance quasi insolente de ceux qui se croient promis à un destin exceptionnel. Grand élégant passionné de littérature, il s'exprime déjà comme un personnage de roman. Chaque phrase semble calculée pour marquer les esprits. À Sciences Po puis à l'ENA. Certains le jugent brillant, d'autres terriblement arrogant, mais une chose est certaine, il ne laisse personne indifférent. Et puis un jour, dans le bus 92, son regard croise celui de Marie-Laure Leguay. Elle est tout le contraire du monde politique, qu'il admire tant. Jeune artiste sculptrice passionnée, elle préfère l'odeur des ateliers au parfum des salons parisiens. Là où Dominique rêve de grandeur nationale, Marie-Laure rêve simplement de création et de liberté. Elle appartient à cette bourgeoisie discrète
qui n'a pas besoin d'afficher son pouvoir pour exister. Le coup de foudre est immédiat. Dominique la fascine. Il lui parle poésie, histoire et philosophie. Avec lui chaque conversation se transforme en une scène de film. Marie-Laure a l'impression de rencontrer un homme différent. Des autres, un homme animé par quelque chose de plus grand que lui. Pour elle, il n'est pas encore un futur premier ministre. C'est un romantique habité par une flamme, et Dominique lui tombe amoureux de cette femme si calme. Cette femme mystérieuse qui lui offre un refuge loin de ses ambitions dévorantes. Leur relation devient alors très rapidement intense. Si intense qu'ils se marient en 1985. De l'extérieur, tout ressemble au début d'un conte de fées à la française. Il y a cet homme promis au sommet de l'État et cette artiste élégante qui l'épaule discrètement. Mais voilà, dès les toutes premières années, un petit détail passe quasiment inaperçu. Dans leur couple, il n'y a en réalité de la place que pour un seul et unique destin. Après leur mariage, Dominique rejoint la diplomatie française et le couple part pour Washington. Marie-Laure, ce départ sonne d'abord comme une grande aventure. Elle s'imagine pouvoir continuer à créer, continuer à mener sa propre vie, selon ses propres aspirations. Mais la réalité du monde du pouvoir est bien plus cruelle qu'elle ne le pensait, et petit à petit, elle commence à s'effacer complètement. Les réceptions officielles remplacent ses ateliers d'art. Les dîners diplomatiques prennent alors la place de leurs soirées simples. Marie-Laure doit apprendre à sourire aux ambassadeurs, à savoir recevoir des invités. Très important à se transformer en cette épouse modèle que la carrière de son mari exige maintenant. Et pendant tout ce temps, Dominique, lui, se transforme. Chaque nouveau succès politique alimente un peu plus son immense ambition. Il ne parle plus simplement de servir la France, il parle maintenant de destin, de grandeur et d'histoire. C'est comme si toute son existence devait le conduire vers un sommet invisible que lui seul était capable de percevoir. Marie-Laure commence alors à réaliser quelque chose de très troublant. Elle n'est tout simplement plus au centre de la vie de son mari. La politique a pris absolument toute la place. Au début, elle accepte ses sacrifices par amour. Elle se persuade que ce n'est qu'une période temporaire, qu'après les missions diplomatiques viendra finalement le moment de vivre une vie plus tranquille. Mais les années défilent et Dominique de Villepin semble peu à peu devenir complètement accro au pouvoir. Plus il gravit les échelons, plus il s'éloigne d'elle. Le soir même quand il est là physiquement, son esprit est ailleurs, absorbé par les crises internationales, les stratégies politiques et par cette obsession grandissante de vouloir laisser sa trace dans l'histoire de France. Marie-Laure observe cette métamorphose avec une grande inquiétude. L'homme qu'elle a rencontré dans le bus 92 lui parlait de poésie. Aujourd'hui, il ne parle plus que de conquête, sans s'en rendre compte. Encore leur histoire d'amour commence à se fissurer doucement, et bientôt, une nouvelle rencontre va précipiter leur chute. Au début des années 2000, Dominique de Villepin accède enfin au cœur du pouvoir français, au palais de l'Élysée-Jacques. Chirac lui donne sa confiance la plus totale. Dans les couloirs du palais, son seul nom commence à inspirer autant d'admiration que de crainte. On dit de lui qu'il est un homme brillant, totalement imprévisible, capable de réciter de la poésie en pleine réunion de crise. Pour beaucoup, il est bien plus qu'un simple ministre. Il incarne une certaine vision de la France. Sauf que derrière les murs dorés de l'Élysée, Marie-Laure découvre une toute autre vérité. Le pouvoir transforme son mari. Chaque matin, Dominique quitte l'appartement avant le lever du jour. Chaque soir, il revient plus tard épuisé et très nerveux, absorbé par d'invisibles batailles. La politique envahit leur quotidien. Les repas deviennent des réunions de travail. Les vacances sont annulées. Même les rares moments en famille semblent empoisonnés par les tensions du pouvoir. Et puis un homme fait irruption dans leur vie comme une véritable tempête. Nicolas Sarkozy. Entre ces deux hommes, la rivalité va très vite dépasser le simple cadre de la politique. Ce n'est plus un désaccord d'idées, c'est une véritable guerre d'ego, une lutte devenue presque personnelle. Sarkozy incarne tout ce que Dominique
méprise une politique qu'il juge plus brutale, plus moderne, bien plus agressive. Et pour Sarkozy-Villepin, c'est l'aristocratie politique française brillante, mais d'une arrogance insupportable. Très vite, cette haine réciproque se transforme en une véritable obsession. À la maison, Marie-Laure voit son mari changer encore. Dominique ne parle. Plus que de stratégie de trahison et de manœuvres politiques. Son regard s'est durci, il ne dort presque plus. Il vit dans une tension absolument permanente, comme si chaque nouvelle journée était une bataille décisive pour sa propre survie politique. Et pourtant, à ce même moment, Dominique de Villepin atteint son apogée. En 2003, face aux Nations Unies, il prononce son fameux discours s'opposant à la guerre en Irak. Sa voix si grave résonne dans le monde entier, les diplomates l'applaudissent, en France beaucoup. Voit en lui le dernier grand homme d'État romantique, celui qui est capable de tenir tête aux États-Unis au nom de la paix. Ce jour-là, précisément, Dominique devient une véritable star internationale. Mais lorsqu'il rentre à la maison, quelque chose cloche. Marie-Laure ne reconnaît plus du tout l'homme qu'elle a tant aimé. Derrière le héros que le monde entier admire, elle ne voit plus qu'un homme, devenu prisonnier de sa propre légende. Dominique paraît désormais ne vivre que pour le regard de l'histoire. Chaque discours, chaque apparition publique et chaque nouvel affrontement avec Sarkozy alimentent encore plus son obsession pour le pouvoir. Le couple se met alors à vivre dans deux mondes complètement parallèles. Marie-Laure, elle rêve toujours de silence d'art et d'une existence, simple bien loin des palais. Dominique lui paraît incapable de s'arrêter. Plus il monte, plus il devient totalement inaccessible. De temps en temps, elle essaie de le ramener à la réalité. Elle lui parle de leurs enfants, de leur vie privée et de l'importance cruciale de protéger leur équilibre. Sauf que Dominique l'écoute à peine. Dans sa tête, tout le reste est secondaire face à la guerre politique qui se profile car il en est certain, Sarkozy veut sa peau et cette guerre va bientôt dépasser tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Dans les coulisses du pouvoir, un nom commence à circuler, semant l'inquiétude Clearstream. Au début, ça a l'air d'une simple affaire financière sans grande importance. Quelques listes bancaires, des accusations anonymes, des rumeurs de corruption, et puis soudain le scandale explose et devient une véritable affaire d'État. Dominique de Villepin est propulsé au centre d'un gigantesque cyclone politique, et sans encore le réaliser, sa femme, Marie-Laure, s'apprête à traverser l'épreuve la plus humiliante de toute son existence. Car cette fois-ci, il ne s'agit plus seulement des ambitions de son mari qui pèsent sur leur couple, c'est tout leur univers qui va s'effondrer. En 2004, l'affaire Clearstream éclate au plus haut sommet de l'État français. Les journaux titrent sur des manipulations des comptes occultes et des complots politiques visant Nicolas Sarkozy. Et très rapidement, le nom de Dominique de Villepin se retrouve au beau milieu du scandale. Dans tout Paris, on ne parle plus que de ça. Mais loin des caméras et des débats politiques, enflammés, une autre tragédie se noue dans le silence. Chez les Villepin, l'ambiance devient étouffante. Dominique dort, très peu parle. Sans cesse de trahison, de complot de guerre politique, il est convaincu qu'on cherche à le détruire. Plus l'affaire prend de l'ampleur et plus il s'enfonce dans une mentalité de guerrier assiégé, puis arrive ce fameux matin que Marie-Laure n'oubliera jamais. Très tôt, des policiers sonnent à leur porte, les enquêteurs pénètrent dans l'appartement parisien du couple et commence une perquisition complète. Les tiroirs sont vidés, les papiers épluchés, les bibliothèques fouillées et même les sculptures de Marie-Laure sont soulevées et déplacées à la recherche de la moindre preuve. Pour Dominique de Villepin, ce n'est qu'une simple étape dans sa grande bataille contre Sarkozy. Mais pour Marie-Laure, c'est une humiliation profonde, irréparable. Elle voit soudain toute son intimité bafouée par ce monde politique qu'elle n'a jamais vraiment apprécié. Durant des années, elle avait supporté les absences répétées de son mari, les sacrifices personnels, les dîners politiques, mais voir des étrangers. Pénétrer dans son jardin secret, toucher à ses créations et transformer son refuge en une scène de crime, cela provoque chez elle une profonde rupture intérieure. À partir de ce jour, quelque chose se brise définitivement. Dominique devient alors obsédé par sa survie politique.
Il veut laver son honneur, démontrer son innocence et résister à ceux qu'il perçoit comme ses pires ennemis. Mais dans cette guerre acharnée, il devient aveugle à la souffrance de sa femme. Le couple commence alors à vivre dans un silence de glace. Désormais même les repas de famille ne tournent qu'autour du procès des médias et des attaques politiques. Leurs enfants subissent de plein fouet cette tension permanente. Le nom de Villepin s'affiche partout dans la presse. Marie-Laure sent que les regards sur elle ont changé. Dans les cercles mondains parisiens, elle découvre ce mélange si cruel de curiosité malsaine et de pitié réservé aux familles frappées par un scandale. Et pourtant, elle reste. Elle reste par loyauté, par dignité, parce qu'elle se refuse à abandonner son mari maintenant que tout s'écroule autour de lui. Mais au fond d'elle, la décision est déjà mûrie. Elle a compris que Dominique de Villepin n'abandonnera jamais ce champ de bataille. Le pouvoir est devenu plus important que tout, plus fort que leur mariage, plus fort que leur tranquillité, plus fort encore que l'amour qu'ils avaient patiemment construit. Le plus tragique, c'est que Dominique est persuadé de protéger sa famille en menant ce combat. Il croit sauver leur honneur, mais sans s'en rendre compte, il détruit lentement ce qui lui restait de plus cher. Alors Marie-Laure attend. Elle attend la fin du procès, elle attend que son mari retrouve son honneur. Elle attend le moment où elle pourra enfin partir sans avoir ce sentiment de le trahir. Et lorsque Dominique de Villepin sera enfin déclaré innocent aux yeux de la France entière, il découvrira une vérité bien plus douloureuse que toutes les attaques politiques endurées jusqu'ici. Car pendant qu'il se battait pour sauver son destin, il avait en fait déjà perdu sa famille. Septembre 2011. Dominique de Villepin pense enfin sortir du tunnel. Après des années de procédure, la justice française le déclare non coupable définitivement dans l'affaire. Clearstream, pour lui, ce n'est pas seulement une victoire judiciaire, c'est bien plus une véritable revanche sur ceux qu'il avait déjà enterrés politiquement. L'espace de quelques heures, il retrouve la lumière des projecteurs qu'il a toujours tant aimé. Les caméras sont là, les applaudissements, les regards admiratifs. Autour de lui, certains parlent déjà de son grand retour en politique. Villepin lui-même paraît renaître comme si ce verdict pouvait effacer d'un seul coup toutes les humiliations des années passées. Mais derrière cette victoire publique et historique, une autre histoire est sur le point de s'achever. Et quelques jours plus tard, la bombe éclate. Dominique et Marie-Laure se séparent. La nouvelle tombe comme un coup près. À Paris, c'est l'incompréhension totale. Pourquoi le quitter maintenant? Pourquoi l'abandonner au moment même où il retrouve enfin son honneur? La réponse est peut-être terriblement simple. Marie-Laure n'était plus du tout amoureuse de l'homme politique. Elle restait juste par loyauté envers l'homme qu'elle aima autrefois. Pendant toutes ces années, elle a tout supporté, les absences, les humiliations et cette obsession dévorante du pouvoir. Il a vu son mari se muer lentement en un combattant de tous les instants, incapable de respirer ailleurs que dans le conflit. Et lorsque la tornade judiciaire s'est enfin apaisée, elle a compris qu'il n'y avait plus rien à sauver entre eux. Alors elle est partie sans faire de vagues, sans interview, sans chercher vengeance, avec cette discrétion élégante qui la caractérisait tant. Elle abandonne les palais de la République, les dîners officiels, les photographes et ce rôle d'épouse politique qui l'avait étouffée pendant près de 30 ans. Lentement, elle revient à sa première passion, celle qu'elle avait sacrifiée l'art dans son atelier. Marie-Laure se remet à sculpter. Pour la première fois depuis une éternité, elle renoue avec le silence, un silence choisi, et qui n'est plus imposé par les obligations du pouvoir. Ses œuvres deviennent plus intimes, plus intenses, comme si toute la souffrance accumulée pendant des années trouvait enfin un moyen de s'exprimer. Pendant ce temps, Dominique de Villepin lui reste seul. Évidemment, il continue d'écrire, de donner des conférences, d'évoquer le grand destin de la France avec ce timbre de voix si particulier qui séduit toujours une partie du public, mais quelque chose s'est brisé. Derrière l'image du grand homme d'État, on devine maintenant une solitude abyssale. Car au fond, la plus grande défaite de Dominique de Villepin n'a peut-être jamais été d'ordre politique. Ce n'est ni Sarkozy, ni l'affaire Clearstream, ce ne sont pas les tribunaux. Non, sa véritable défaite,
c'est d'avoir perdu l'unique personne qui connaissait vraiment l'homme, caché derrière le personnage public. Et cette question aujourd'hui encore hante tous ceux qui suivent son parcours. Peut-on dédier sa vie entière à la grandeur sans finalement anéantir ce que l'on a de plus cher aujourd'hui encore? Dominique de Villepin semble toujours chercher cette réponse, mais maintenant, il doit les trouver seul, aujourd'hui, des années. Après leur séparation, Dominique de Villepin fascine toujours une partie des Français. À chacune de ses apparitions télévisées, la même impression revient celle d'un homme venu d'une autre époque. Une voix grave, un langage châtié et cette fameuse idée de la France qui semble tout droit sortie d'un temps révolu, dans un paysage politique devenu si brutal et instantané, Villepin fait figure de dernier grand romantique du pouvoir. Et pourtant, derrière cette façade majestueuse se cache désormais une solitude abyssale. À l'approche de l'élection présidentielle de 2027, certains murmurent son possible retour. Lui-même multiplie d'ailleurs les prises de parole, critiquant le déclin politique français et essayant de se poser en figure capable de rassembler, au-delà des partis. Mais l'homme qui se présente aujourd'hui n'est plus celui du bus 422, ni même celui qui enflammait l'ONU avec son fameux discours contre la guerre en Irak. La flamme est toujours là. Mais autour de lui, quasiment tout le reste a disparu. Car pendant plus de 30 ans, Marie-Laure a été son équilibre secret, celle qui absorbait en silence les tempêtes, pendant que lui poursuivait son ambition de grandeur, celle qui préservait le peu d'humanité qui restait derrière le masque du guerrier politique. Quand elle est partie, ce n'est pas seulement un mariage qui a volé en éclats, c'est tout son univers qui s'est effondré. Pendant ce temps, loin des caméras et de l'agitation politique, Marie-Laure a reconstruit sa vie dans le calme apaisant de ses ateliers. Elle a retrouvé son nom, son propre rythme, sa liberté. Là où Dominique s'acharne à chercher sa place dans la grande histoire, elle semble avoir choisi une voie plus simple et sans doute bien plus précieuse, la paix. Leurs enfants, eux aussi, ont suivi une toute autre voie. Aucun n'a vraiment voulu entrer dans l'arène politique comme s'ils avaient vu de trop près le prix exorbitant que le pouvoir pouvait réclamer. Ils ont préféré à faire une vie bien plus discrète, loin des guerres d'ego et des ors de la République. Et c'est peut-être ça le véritable paradoxe de toute cette histoire. Dominique de Villepin a passé sa vie entière à vouloir marquer l'histoire de France. Mais une fois les projecteurs éteints, il s'est retrouvé tragiquement seul face à lui-même. Marie, lors elle a quitté ce monde sur la pointe des pieds, et c'est peut-être bien elle qui a remporté la plus grande des victoires. Celle de rester fidèle à qui elle était vraiment. Alors finalement, une question subsiste. Vaut-il mieux devenir un grand homme pour le monde entier ou bien préserver ceux que l'on aime avant qu'il ne soit définitivement trop tard, et vous, à la place de Marie-Laure? Et vous, à sa place, seriez-vous resté par pure loyauté ou seriez-vous parti pour sauver ce qui restait de votre âme si ce récit vous a ému? Alors, partagez votre avis dans les commentaires. Pensez aussi à liker cette vidéo, à la partager massivement et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires sur les secrets du pouvoir, les scandales de célébrités et les destins tragiques.